Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Donc, très heureux d'être ici. Effectivement, ça doit être la troisième fois que j'interviens dans les cafés stratégiques. Aujourd'hui, je vais vous parler de robots militaires et d'intelligence artificielle. Un peu rapidement, l'intelligence artificielle. Donc, effectivement, je travaille à Saint-Cyr-Couët-Quidan, au centre de recherche. J'essaye d'imaginer ce que pourrait être la guerre de demain, en tout cas l'impact des nouvelles technologies sur la guerre de demain. Donc, le sujet que je vous propose aujourd'hui, c'est quel emploi et surtout quelle autonomie pour les robots militaires du futur. Les robots militaires existent et vont progressivement prendre de plus en plus d'importance dans le monde militaire. Je vais tenter de vous en donner quelques exemples. Alors, tout d'abord, certains parlent du mot révolution. Vous connaissez évidemment, enfin je le pense, M. Bruno Bonnell, qui est aujourd'hui député, quelqu'un qui connaît bien le monde industriel, et c'est heureux, qui a inventé ce mot, le mot révolution, robot, révolution. Et c'est effectivement quelque chose qui va profondément marquer nos sociétés, qu'elles soient civiles et évidemment militaires, parce que ce sont des outils, je vais vous expliquer en quoi ils sont très innovants et facteurs de rupture. D'abord, je tente une définition de ce que c'est qu'un robot militaire. Un robot militaire, alors, est une plateforme mobile qui intègre en son sein des capteurs pour prendre de l'information et des effecteurs pour pouvoir agir sur son environnement. Dans un environnement, l'environnement militaire, il est inconnu, il est déstructuré, à la différence d'une Google Car qui roule sur des routes qui sont bien pavées, délimitées, etc. Le robot militaire, ce n'est pas le cas. Il y acquiert des données avec ses capteurs et, marqué en italique, parce que c'est sous-jacent à l'autonomie, il analyse ces données, il les interprète et il prend des actions et des décisions en fonction. Et donc, il a un effet, il agit sur son environnement. Donc, voilà une définition du robot militaire. Vous avez ici un petit robot, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est peut-être un peu lumineux comme image, mais c'est un petit robot mule, un robot Chenille de la société Thales, avec des élèves officiers de Saint-Cyr ici qui le téléopèrent et qui font un test que nous avons effectué sur le terrain. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'un robot? S'il y a quelque chose, je pense que je vous propose de garder à l'esprit, c'est que c'est un outil au service du combattant. Mais c'est aussi un pion tactique. Et donc, la doctrine d'emploi de ces robots va influer sur la manœuvre militaire. Revenons à la robotique. La robotique, c'est quoi? Eh bien, je vous propose d'imaginer un robot comme étant le déport de vos sens, notamment la vue. Vous prenez un œil, vous le mettez sur une machine, vous le déportez, votre œil, c'est une caméra, et bien, ça vous permet de voir plus loin. Et ça, dans le monde militaire, voir plus loin, c'est un avantage. Ce sont aussi, par exemple, votre odorat, votre nez, ça c'est un capteur chimique, un RBC, qui va pouvoir détecter des menaces en amont. C'est également une oreille. On va dire que c'est les transmissions, c'est pour pouvoir faire des ports de transmission et des relais de transmission. Et puis, c'est votre toucher, c'est le bras qui peut agir sur son environnement et faire une action. Donc, le déport des sens, première chose. Deuxième chose, c'est que les machines aujourd'hui, sur certaines fonctions, sont plus réactives que l'homme. L'homme, il lui faut un certain temps de réaction. La machine a des algorithmes qui sont extrêmement rapides et parfois des effets, donc des actions qui peuvent être extrêmement rapides en comparaison de l'homme. Je prends le cas d'un missile qui arrive sur vous. Aujourd'hui, ce sont des machines qui tirent contre les missiles, ce n'est plus l'homme. L'homme, le temps qu'il réagisse, il est détruit. Donc, ça c'est un point important. Et autre point, la précision. Si la machine est stable, sa précision dans une action, notamment le tir, sera supérieure à celle de l'homme. L'homme, il respire en tirant, il bouge, etc. Il a ces contraintes physiologiques qui font qu'il est moins précis que la machine. Alors, il y a des usages directs qu'on peut voir. C'est évidemment cet outil qui est le robot va accompagner l'action militaire. Accroître son efficacité tactique en soutien des missions traditionnelles, je vais y revenir, reconnaissance, patrouille, surveillance. Et aussi, alors c'est un acronyme anglais qui a été développé, c'est l'acronyme 3D, 3D. Donc, le robot sera très utile dans ces trois environnements. Premier D, c'est dull, répétitif.
les tâches pénibles à faire, répétitives, on va plutôt mettre des robots. D comme dirty. Dirty, c'est sale, c'est pollué, c'est chimiquement pollué, par exemple. Et puis le dernier D, c'est dangerous, dangereux, évidemment. On va plutôt exposer un robot qu'exposer un homme. Je prends aussi cet exemple ici, de ce petit schéma. Vous voyez qu'une unité, aujourd'hui, si elle n'est pas équipée en robot, elle a un lobe d'efficacité de son périmètre militaire dans lequel elle peut exercer son contrôle. C'est ce lobe ici, en violet sur la diapositive. Vous lui rajoutez des robots, vous déportez des capacités de vision et d'agir sur l'environnement, et bien vous étendez cette zone. Et il y a des exemples que je vous proposerai tout à l'heure. D'autres usages sont induits par la robotique militaire. Premièrement, c'est la préservation de la ressource humaine. Si vous faites effectuer une patrouille par un robot, eh bien, vos hommes, vous ne les employez pas pour faire une patrouille. Et donc, vous les conservez pour une action où ils ont plus d'utilité. Les robots, sous réserve de ressources énergétiques, peuvent, pendant 24 heures, rester sur une zone ou faire leur mission, alors que l'homme, lui, il est sujet à ces contraintes que vous connaissez, notamment le sommeil, la fatigue, le froid, le chaud, etc. Ce n'est pas le cas de la machine. Donc H24, c'est une caractéristique que peuvent remplir les robots. Et puis, je vous parle de robots, mais vous allez voir qu'assez rapidement, on va évoluer vers des systèmes qui sont des systèmes de systèmes robotiques, à savoir des robots qui interagissent entre eux. Donc on va parler de formation de robots, etc. Je vais y revenir. Comment peut-on les classifier, les robots, aujourd'hui? Alors on parle de unmanned en anglais, sans homme. Là, je vous propose une certaine classification. D'abord, ce sont des systèmes téléopérés. La plupart des robots aujourd'hui existants, quasiment tous, sont téléopérés. Ça veut dire que vous avez un opérateur derrière, comme le Saint-Cyrien ici. Il a un organe de contrôle, de pilotage, et il pilote son robot. Mais vous avez aussi des systèmes qui sont automatisés. Je cite ici l'exemple du Phalanx. Le Phalanx, donc, c'est un système américain qui équipe les navires de surface américains, qui a l'automatisme suivant. Il est couplé à un radar, 6 détections de la menace. Le tube, le multitube ici que vous avez, se positionne en direction de la menace et tire, fait un écran d'acier sur lequel le missile vient se percuter et exploser. La réactivité de cette machine, c'est ce que je vous disais, elle est de quelques millisecondes. Si l'homme devait faire cette action, il le ferait en quelques secondes, voire presque une dizaine de secondes. Vous imaginez bien que la vitesse du missile plaide pour ce type de système défensif. Alors c'est un système qui est automatisé dans le sens il réagit à des stimuli, c'est-à-dire il est extrêmement prévisible, le code logiciel est connu. Mais on va s'orienter vers des systèmes dont l'intelligence est un peu plus complexe. Si on peut parler d'intelligence, on va parler de systèmes autonomes, où là, la machine va prendre en compte son environnement, va l'étudier et réagir en fonction, et notamment d'environnements qui sont inconnus ou déstructurés, ce que je vous disais. Prenez par exemple ces images, comment se déplacer dans un tel environnement. Là, ça pose des questions d'autonomie. Il est impossible de coder ça logiciellement en amont. C'est quelque chose qu'on découvre et on va s'adapter en fonction. Et le but, évidemment, c'est de réduire la présence de l'opérateur humain à néant. Pourquoi? Parce que moins le soldat ou l'opérateur est contraint par le pilotage, plus il est apte à effectuer d'autres missions qui sont les missions traditionnellement dévolues aux militaires, protection, combat, etc. Donc, essayons de retirer l'homme dans la boucle. Pour quel bénéfice? Excusez-moi, le voici. Pourquoi donc une autonomie sur des systèmes robotiques? La pertinence, eh bien, pour résumer, la machine est plus réactive que l'homme. Le militaire va pouvoir déléguer des fonctions, des tâches ou des missions à des machines. Et puis, du coup, ça libère le chef ou l'opérateur, ça le libère de cette fonction de pilotage au profit d'une meilleure utilisation de la ressource humaine dans la manœuvre militaire. Voilà. Ça va impliquer l'utilisation des robots, des transformations dans l'art de faire la guerre et dans le combat. Alors, je vous les liste ici quelques-unes assez succinctement.
On va commencer par le niveau tactique, donc le niveau combat local, on va dire. Le niveau tactique, je prends ici quelques exemples. Alors, terrestre, vous avez ici une photo prise par le 6e régiment du génie d'Angers. Nous sommes en Afghanistan. Vous voyez, sur cette route, il y a une tache ici, à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette tache? Il y a une suspicion d'IED, engin explosif improvisé. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on envoie un robot. On envoie un robot parce que si l'homme y va directement, c'est dangereux. D'abord que l'explosif lui pète à la figure. Et ensuite, d'ailleurs c'est le cas ici, ça n'est pas dit, mais il y a une embuscade. Donc l'ennemi attend et est prêt à faire feu. On envoie un robot. Le robot ici, en l'occurrence, a détecté qu'il y avait une menace IED. Ils ont pu se mettre en ordre de bataille, ils ont pu contrer l'embuscade et tout s'est bien terminé. On a risqué quoi? On a risqué la vie d'un robot, c'est-à-dire rien, un peu de matériel. Et non pas la vie des hommes. Ici, vous voyez, donc, c'est encore une fois un Saint-Cyrien qui utilise ce petit robot. Là, vous le voyez peut-être sur cet écran, mais c'est une vision thermique. L'exercice consistait à mettre en lisière de forêt des ennemis potentiels, invisibles à l'œil nu, mais visibles avec une caméra thermique. On déporte une vue, qui en plus est une vue enrichie par des capteurs thermiques que l'œil humain n'a pas, et on a cet effet. Ici, vous avez un policier du RAID qui envoie un robot dans la maison d'un forcené. Aujourd'hui, nous avons rencontré un chef opérateur du RAID qui nous indique que la doctrine du RAID, c'est quand j'ai un doute, quand je ne sais pas, j'envoie un robot. Donc vous voyez, c'est intégré. Et bon, l'analogie entre le RAID et le monde militaire, c'est tout simplement le combat urbain. C'est extrêmement proche. Bon, et alors, vous avez aussi des drones tactiques qui embarquent des caméras aujourd'hui qui survolent l'espace de bataille. Alors ici, je voudrais vous donner une petite vidéo pour vous montrer. Alors, on sort du monde militaire, mais vous allez voir que le lien va être très, très rapide. Alors oui, excusez-moi, du coup, je vous demande 2 petites secondes parce que j'ai copié quelque chose. Excusez-moi, vous avez tout. Voilà. Je vais montrer une petite vidéo réalisée par la société Boston Dynamics. Alors, je ne crois pas avoir le son malheureusement, mais bon, ça va rester visuel. C'est très impressionnant. C'est un robot qui est l'héritier du Big Dog, que vous connaissez peut-être. Vous le voyez ici, il est dans un environnement, il détecte une porte fermée, il ne peut pas l'ouvrir, il appelle un de ses camarades qui arrive, qui lui a un bras, sur son dos, il ouvre la porte, vous allez voir qu'il place, regardez, il place son cou, sa patte, ce que vous voulez, pour ouvrir, il laisse passer son camarade, donc il y a une coopération, et lui passe derrière. C'est assez extraordinaire, et vous le concevez, et typiquement, pour le monde militaire, vous voyez bien qu'en combat urbain, ouvrir une porte, c'est quelque chose de très dangereux, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Généralement, on envoie une grenade d'ailleurs avant de rentrer dans la pièce. Eh bien, avec un robot, la tactique, le mode opératoire change. Et c'est quelque chose qui va bientôt envahir l'espace de bataille. Maintenant, je quitte le niveau tactique et je vais au niveau opératif. Voilà, vous m'entendez? Je quitte le niveau tactique pour le niveau opératif. Le niveau opératif, on prend un peu de hauteur, de verticalité, pour couvrir une zone plus large au niveau d'une opération militaire. Et là, je vous cite quelques exemples. Ces ballons dirigeables vont reprendre du service. Vous avez la société Thales ici qui développe un système qui s'appelle le Stratobus. Stratobus, c'est un ballon dirigeable qui va à 20 km de hauteur. Donc 20 km, c'est quand même très haut, pour couvrir une large zone avec ses capteurs, des caméras, des relais radio, et qui a une autonomie de 3 années. Ça veut dire que la France débarque au Mali. Vous savez qu'en Afrique, il y a très peu d'infrastructures, donc il faut que les armées arrivent avec ces infrastructures. Et bien, ce type de ballon va permettre de couvrir une zone. Donc là, on est au niveau opératif.
On le retrouve aussi sur les protections de frontières ou de murs. On parle beaucoup de murs, de frontières de nos jours. Ils se développent dans tous les points un peu chauds du monde. La robotique va être un des acteurs de la protection des frontières. Et on va aller même jusqu'au niveau stratégique. Alors vous connaissez pour certains, peut-être pas les jeunes qui sont parmi nous, mais le pilote Gary Powers, qui en 1960, à bord de son avion le U-2, ça vous connaissez, le U-2 s'est fait abattre au-dessus de l'Union soviétique. Et l'Union soviétique, en 1960, je veux dire, ce n'est pas forcément des amis, et ils se sont sentis, à juste titre, quelque part, complètement agressés par ce survol. Et il y a eu un prisonnier. Donc ça a été vraiment un casus belli. Aujourd'hui, ça n'arrivera plus. Enfin, demain, pardon, ça n'arrivera plus. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir des avions non habités. Si cet avion non habité survole un pays étranger et se fait abattre, déjà, vous n'avez pas de prisonniers, donc ça réduit le niveau d'escalade. Et ensuite, vous pourrez toujours prétexter qu'il y a eu une panne logicielle qui fait que voilà, il s'est retrouvé au même endroit, mais c'était absolument pas prévu, etc. Bon, ça réduit le niveau de conflictualité. Alors, sur le combat aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que le renseignement ne peut plus se passer de drone. Le Mali, c'est une surface grande comme la France, voire plus, sur lequel sont déployés de 3500 à 4000 soldats français. Vous voyez que c'est absolument impossible d'occuper le terrain, sauf à se faire aider par des machines. Et la zone d'augmentation couverte par une unité ou une armée que je vous ai présentée initialement, c'est clair avec cette vision-là, les drones Reaper permettent, eux, de couvrir cette zone et de voir sur une très large échelle, de détecter la menace en amont. Aujourd'hui, ils ne sont pas armés, je vais y revenir, mais au moins, ils voient en amont. Donc, l'objectif militaire, ça va être quoi? Ça va être de trouver le renseignement très vite pour pouvoir avoir une immédiateté dans la réponse, tout du moins réduire le délai de réponse. Donc, enjeu d'autonomie pour tout ce qui est tactique et réduction du cycle, OODA, donc c'est un terme anglo-saxon, qui est le cycle qui est j'observe, je prends le renseignement, orient, j'analyse en fonction de ce que je vois, d'autres paramètres, D, je décide, qu'est-ce que je vais faire, et A, action. Donc ce cycle-là, je prends le renseignement, j'analyse, je décide, j'agis, va être réduit avec les robots. De façon, pour certains, H24. Et puis, alors là, on va plus loin. Là, c'est un petit peu plus futuriste, mais vous allez voir que ça va aller très vite. On peut manœuvrer avec des robots. Avec des robots, on va pouvoir faire des manœuvres de leurrage, de diversion, de déception. Faire croire à l'ennemi qu'on est là, par exemple. On peut avoir des effets de masse. Je vais revenir aux effets de masse, etc. Et puis, je vous ai parlé de déport d'essence, mais c'est aussi déport du danger, la robotique. Et donc, très naturellement, aujourd'hui, on est très respectueux de la vie des hommes au combat, et c'est sain. Et du coup, l'idée de mettre en avant les robots pour qu'ils prennent le choc du contact arrive et va s'imposer. Et il y a une première mondiale qui est arrivée en décembre 2015 en Syrie, dans la région de Latakia, donc on est ici en territoire alawite, où une position de l'État islamique sur les montagnes est très difficile à prendre, et l'armée syrienne loyaliste, avec l'aide de Russes, ont pris cette position avec un appui robotique. Et l'appui robotique, le voici. Vous aviez 4 robots de ce type. C'est un robot Argos, il fait 1 tonne, hein, armé d'une mitrailleuse 7,62 et de lance-grenades. Et 6 robots de ce type-là, vous voyez, un peu plus petits, mais ça fait quand même 700-800 kg, avec aussi un armement. Et ces 10 robots ont formé la première ligne de l'assaut. Certains ont été détruits, mais la position ennemie a été prise d'assaut, a été détruite, avec pratiquement pas de perte. Enfin, je crois qu'il n'y a pas de perte. Après, on n'a pas vérifié sur le terrain. Mais le compte-rendu dit qu'il n'y a pas eu de perte. Et donc, c'est une première mondiale de l'emploi de systèmes robotisés en première ligne.
en remplacement de l'infanterie au contact. Alors, et là je vais vous parler de la formation de drones en essaim, swarming en anglais. Eh bien, ça va vous permettre quand même un certain nombre de choses. De couvrir de larges zones. Les essaims de drones ont la particularité de pouvoir se reconfigurer en fonction de la menace ou peut-être tout simplement du nombre. Si vous avez une dizaine de robots qui couvrent une surface et que 3 d'entre eux se font détruire, ils vont automatiquement se reconfigurer pour occuper au mieux l'espace. Et du coup, on peut imaginer donc une saturation de l'espace. Alors là, ça fait un peu peur. Et il y a un effet psychologique. Une saturation de l'espace aérien, ça va faire une pression psychologique sur l'ennemi. Et aujourd'hui, il n'est pas facile de réagir face à une telle menace. Dans les doctrines d'emploi, c'est encore à affiner, on va dire. On a des choses à étudier à ce niveau-là. En plus, ces drones peuvent avoir divers modules, divers effecteurs. Et on peut aller plus loin avec la notion de combat collaboratif que je ne vais pas développer ici, mais sachez que sur le principe, le combat collaboratif, c'est j'ai un certain nombre de ressources dans un espace que je peux partager en fonction de la demande. C'est-à-dire, je suis armé de terre, j'ai besoin d'un missile pour telle zone, je vais le demander, c'est peut-être l'armée de l'air qui l'a, et l'armée de l'air va le mettre à disposition, va me l'acheminer, je prends le relais et je détruis une position avec. Donc ça, c'est le combat collaboratif. C'est une nouvelle notion qui prend de l'ampleur. Voilà, il y a des travaux sur ce sujet. Je reviens à mes essaims. Je vous ai parlé d'une attaque de robots sur une position de l'État islamique. L'État islamique, très fort au niveau de la communication, et quoi qu'on en dise qui ont des sous, ont contre-attaqué quelque part au niveau technologique par l'emploi de drones. Alors, c'est des drones comme ci qui sont des drones artisanaux, conception artisanale, mais que vous trouvez sur Internet. C'est pas très compliqué. Bon, il faut peut-être quelques ingénieurs dans le coup, mais c'est pas insurmontable. Sur lequel ils fixent des bombes artisanales ou des roquettes ou des grenades. Et vous voyez que très récemment, en janvier 2018, c'est hier, 10 drones russes ont attaqué une base aérienne russe à Meming, je ne sais pas si je prononce bien. Et puis, il y a une base navale à côté. Rebelote le lendemain, etc. Et les drones, vous les avez là. Alors, ça ne fait pas si peur que ça, mais quand même, c'est un peu l'IED de la troisième dimension qui se développe. Et ça, c'est nouveau dans les conflits actuels. La France a eu des blessés très graves à cause de ce genre de menaces. Donc ça, c'est aussi la menace de demain. Alors, à la fois l'ennemi peut l'utiliser, à la fois nous pourrions l'utiliser, mais voilà. Vous allez me poser la question de l'armement, et vous allez voir que mon propos va de plus en plus porter sur la question de l'armement. Alors, l'armement, je vais revenir, l'armement pour moi, l'armement létal au niveau des robots est inéluctable. Déjà l'exemple qui précède, vous le voyez, armer un robot et le mettre en première ligne, pour moi c'est absolument inéluctable. Et d'ailleurs, donc, notre ministre de la Défense, Mme Florence Parly, a donné son autorisation, vous le savez certainement, en septembre de l'année dernière, de pouvoir armer nos drones, notamment les drones Reaper américains, qui aujourd'hui ne sont pas armés. La France est loin d'être en avance sur ce point. Beaucoup de pays ont déjà armé leurs drones. Le Pakistan, l'Italie, l'Angleterre, évidemment les États-Unis, Israël, la Chine, etc. La France, non. C'était pour des raisons qui étaient plutôt idéologiques que pratiques. Maintenant, ça change. Voilà. Là encore, l'argument proposé par Mme Parly est le suivant, c'est que voilà, grâce à l'armement sur un drone, vous pouvez frapper au moment opportun. Et ça limite les dégâts collatéraux. Je prends un exemple. Les drones comme ça aujourd'hui, au Mali, lorsqu'ils détectent un pick-up qui traverse le désert avec à son bord, on le voit, des djihadistes armés jusqu'aux dents, bon, si vous n'avez pas d'armement avec votre drone, eh ben, il faut monter une opération militaire pour les saisir, les neutraliser.
ils ont tout le temps d'aller s'enfuir dans le premier village venu, etc. Et quand ils sont dans le village, c'est un peu compliqué. Là, il y a des risques de dégâts collatéraux. Donc dans le désert, lorsqu'ils sont tout seuls, un drone armé, c'est plus efficace. C'est plus efficace, encore une fois, quand c'est maîtrisé par des militaires. Hein. On est bien d'accord. Et vous savez que pour ces drones, il y a toujours, enfin pour toute décision de tir, à côté de celui qui appuie sur le bouton, vous avez aujourd'hui un officier juriste, un legal advisor, qui lui vérifie qu'on est en conformité avec le droit international humanitaire, les conventions de Genève. Voilà. Maintenant, projetons-nous un peu dans le futur aussi, on voit quand même apparaître des nouveaux vecteurs qui peuvent changer la façon de faire la guerre. Ici, vous avez un petit drone à voilure fixe que vous trouvez dans un tube. Hein. C'est un tube que vous pouvez porter à dos d'homme, vous le posez. C'est une sorte de munition, si vous voulez, qui part en l'air. Les ailes se déploient. Et vous avez un drone au-dessus de vous qui tourne, qui attend les ordres. Et dans le nez de ce drone, vous avez une charge que vous pouvez activer ou désactiver. Si vous l'activez, vous pouvez la faire pointer vers un objectif que vous avez défini. Ce n'est pas en service dans les armées aujourd'hui, mais ça le sera dans certaines armées du monde. C'est inéluctable à mon sens. Donc la vraie question, pour moi, ce n'est pas celle d'armer les drones lorsqu'ils sont sous contrôle du chef militaire qui a connaissance de la manœuvre. La vraie question, c'est celle d'un déclenchement automatique ou autonome du tir face à une menace. Et là, je vous donnerai ma position juste après, un petit peu après, qui est ma position personnelle, mais je vais l'argumenter à l'issue. Avant de revenir donc à ce point-là, un dernier point quand même qui est d'importance, c'est que les robots, c'est des machines extrêmement intéressantes, mais n'oublions pas que sur le champ de bataille, vous n'avez pas de fibre optique qui est connectée à tous vos équipements. Tout se commande, tout se passe par onde hertzienne. Et donc il faut maîtriser le spectre hertzien. Donc aujourd'hui, dans l'art de faire la guerre, moi je vois 3 composantes. La première, c'est maîtriser l'espace aérien. Ça, aujourd'hui, on sait faire. C'est d'ailleurs le début de toute bataille, la maîtrise aérienne. Maintenant, il va falloir maîtriser le spectre aérien. Parce que dans ce spectre, il faut que je trouve de la bande passante, des fréquences avec lesquelles je puisse communiquer avec mes équipements. Et il y a une troisième donnée, là on rejoint le cyberespace, c'est que si j'émets des données, ces données, il faut qu'elles soient sûres. Donc ça, c'est la cybersécurité, la cyberdéfense des données qui sont transmises. Donc, maîtrise de l'espace aérien, maîtrise du spectre aérien et maîtrise des données qui sont émises au sein de ce spectre. Donc ça, c'est la nouvelle composante de l'espace de bataille. Que font les pays du monde aujourd'hui ? Un petit rappel. Alors, nous sommes ici, vous connaissez peut-être ce robot parce qu'il commence à être connu, le SGR A1 de Samsung dit Techwin. C'est un robot qui est sur un rail, donc il est mobile, il y a un rail, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. C'est un espace, un no man's land, où aucun être humain ne s'aventure. Il y a quelques animaux sauvages qui s'y risquent, mais c'est un risque et péril. Pour les Sud-Coréens, vous connaissez évidemment la menace communiste qui pèse au nord, et ils ont une peur bleue de voir des millions de soldats communistes les envahir. Du coup, cet appareil est à la frontière pour détecter, donc première mission, détecter des mouvements suspects, donner des sommations. En nord-coréen, levez les bras, sinon on tire, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et au bout de 3 fois, c'est un chef militaire qui appuie sur le bouton. Pour ceux qui font de la programmation, vous savez bien qu'en logique, en programmation, le dernier point est assez facile à coder. C'est si au bout de 3 sommations, les bras ne sont pas en l'air, alors la machine peut tirer par elle-même. Donc c'est une machine qui peut être autonome dans la façon de tirer. La menace se comprend. Si vous avez des millions de Nord-Coréens qui envahissent, qui traversent cette frontière, c'est la fin de la Corée du Sud. Donc, un chef militaire peut tout à fait prendre cette décision et dire à la machine « Ok, maintenant,
tu es en mode autonome. J'y reviendrai. Vision américaine, un peu rapide. On parlait de chars d'assaut et de blindés avec une personne de l'assistance, là. Un char d'assaut, aujourd'hui, c'est très lourd. Charles Leclerc, c'est 62 tonnes. Le M1 américain, je crois que c'est 80, Abrams. Bon, vous enlevez l'homme. Vous avez moins besoin de protéger la machine, protéger juste l'armement et les munitions. Et donc, eux, ils disent, bah, très bien, on va enlever l'homme et on va passer de 80 à 25 tonnes. Et on va avoir une plateforme qu'on va équiper d'un armement. Ça va coûter moins cher, ça va être moins encombrant, on va en construire plus, etc. Les Chinois ont lancé assez récemment, enfin, et maintenant ils téléopèrent des chars. Alors, téléopérer un char comme ça n'a pas de sens, vraiment, sauf pour aller déminer des zones. Mais ça a du sens si vous enlevez l'homme et que vous réduisez la taille. Les Américains ont lancé ce bateau, là on est sur la surface marine, qui s'appelle Sea Hunter. Et ce bateau, qu'est-ce qu'il a pour mission? Il a pour mission de patrouiller les mers, de trouver des mines et de les détruire. Il est complètement autonome, enfin il est conçu comme étant complètement autonome. Ici vous voyez, c'est un bel engin, il est de grande taille, hein, vous voyez des hommes ici, mais ce bateau a vocation à être totalement sans personne à bord. Les Russes. Alors les Russes, je prends l'exemple de la société Kalachnikov, qui est bien connue évidemment, c'est l'arme la plus répandue au monde. Entre nous, elle s'est inspirée de l'arme allemande de la Seconde Guerre mondiale. Alors eux, les Russes, communication, il n'y a pas de souci, on y va. Ils communiquent en disant qu'ils développent des modules armés autonomes qui s'appuient sur des réseaux de neurones, je vais y revenir, pour la détection, l'identification et le traitement des cibles. Exemple. Donc voilà, la compétition internationale est lancée et les Chinois s'y mettent. Ça, c'est clair, les Chinois s'y mettent. Nous, en France, qu'est-ce qu'on a? On a le Neuron, ici, qui est un très, très bel engin, mais qui, pour l'instant, n'est qu'un prototype. Il lui faut encore au moins 10 ans pour être opérationnel, et dans 10 ans, on aura notre drone de combat, qui sera vraiment une merveille technologique, on l'espère au niveau européen, mais pour l'instant, c'est qu'un proto. Donc, je continue, je vous ai parlé de ça. Les enjeux de l'autonomie, d'abord, c'est une approche de délégation. C'est-à-dire je vais déléguer des choses, des tâches aux machines pour qu'elles les fassent. Et ma vision est la suivante, c'est qu'une autonomie, elle sera progressive et on va commencer par des fonctions. Le champion du monde d'échecs ou de Go, c'est une machine, mais parce que c'est une fonction jouer aux échecs. Dans le monde militaire, on va rendre autonome certaines fonctions. La première, c'est le déplacement. Déplacement d'un point A à un point B. On va rendre les machines autonomes. La détection. La recharge énergétique. J'ai plus de batterie, je reviens en arrière, je me charge, je repars, etc. Une fois que vous aurez défini plusieurs fonctions comme ça et qu'elles seront autonomes, alors on pourra envisager l'étape suivante, qui est une autonomie de mission. Tu as les moyens, avec tes différentes fonctions autonomes, de faire une mission plus large autonome, par exemple la mission de surveillance, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Je surveille une zone, je vais me recharger au niveau énergétique, je patrouille autour d'une base, s'il y a un arbre tombé, je l'évite, je contourne, etc. Ça, c'est une mission. Et elle pourra être autonome. Maintenant, il y a un gap, c'est le niveau supérieur, c'est l'échelon complètement décisionnel que j'appelle le commandement, c'est je décide de faire la surveillance ou de patrouiller autour d'une zone. Ça doit rester l'apanage du chef. Pourquoi? Parce que ça n'a aucun sens pour un militaire qu'une machine décide par elle-même ce qu'elle va faire. Ça n'a pas de sens. Le chef, il veut contrôler la situation. Il va pouvoir déléguer à certaines machines certaines actions, mais il doit pouvoir la contrôler. Il doit contrôler la machine. Bon, il y a les tâches subalternes, j'en parle ici, délégation de mission, surveillance de zone, patrouille, etc. Déminage de zone. Déminer une zone, ça c'est bien que ce soit fait de façon automatique, autonome. Mais il faut garder le contrôle, parce que déléguer, ça ne veut pas dire je n'en ai plus la responsabilité. Le chef militaire, il va garder la responsabilité de l'action militaire. Donc il doit pouvoir contrôler ses machines pour assurer sa cohérence. Et donc, tout comme il fait avec une unité de combat qu'il a sous ses ordres,
il donne des ordres, mais il donne des contre-ordres. Et il attend des comptes rendus. Et le robot, c'est pareil, c'est un pion tactique qui doit respecter les ordres, les contre-ordres et les comptes rendus. Parce qu'il est responsable de l'action, le chef. Et il adapte en conduite. L'art militaire, les plans, c'est une chose, et après, ça évolue toujours. Donc c'est le chef qui a cette connaissance et qui adapte en conduite. Et c'est celui aussi qui donne du sens à la manœuvre. Alors, le temps passe vite. Donc je vais vous donner quelques mots sur l'intelligence artificielle, et après je conclurai par les systèmes d'armes létaux autonomes. L'intelligence artificielle, bon, artificielle, hein, ce sont des machines, mais ce sont des algorithmes qui ont une capacité de réaction, on va dire autonome, d'apprentissage, notamment de découverte de l'environnement, d'analyse et d'action. Leur force, c'est quoi? C'est qu'ils peuvent traiter des données très rapidement. Ils peuvent donc agir dans les systèmes inconnus, ils peuvent aider à la décision, c'est-à-dire ils peuvent analyser beaucoup de données et dire, ben voilà, je préconise telle action ou telle autre. J'étudie le mode opératoire ennemi et j'en déduis que la probabilité pour qu'il passe dans telle zone est de temps, et qu'il passe dans telle zone de temps. Et ça permettra au chef militaire peut-être de voir ou d'avoir des éléments d'information supplémentaires. Toujours avec cette idée que la machine est très réactive. Alors ça s'appuie sur les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, pour ceux qui ne sont pas familiarisés, c'est on copie le cerveau et on donne des fonctions à chaque neurone, on lui donne des valeurs, des poids, et puis les synapses ont aussi des poids, des valeurs. Un neurone peut s'appuyer sur un niveau inférieur qui est un autre niveau de réseau de neurones, et etc. à l'infini. À l'infini peut-être pas, mais voilà. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces réseaux de neurones? On lui apprend des choses. On lui dit, regarde cette image, ça c'est un robot. Et on veut qu'en final, la réponse soit oui. Oui, c'est bien un robot. Et donc on va, par itération, montrer cette image jusqu'à temps que les neurones comprennent que, voilà, qu'il y a une chenille là. Donc vous avez certains neurones qui vont se spécialiser dans la reconnaissance de la chenille, d'autres spécialisés dans la reconnaissance de la forme, etc. Une fois qu'on a fait ça, on lui met une autre image, complètement différente. Ah mince, rebelote. Et là, il va falloir réajuster ces neurones. Troisième fois, une autre image, ça c'est aussi un robot. Je rebelote, par itération, je trouve un système qui reconnaît les robots. La problématique des réseaux de neurones, c'est que l'historique d'apprentissage n'est pas tracé. Autrement dit, vous ne savez pas pourquoi il est tombé dans un état qui reconnaît les robots. Vous ne savez pas pourquoi ce neurone-là a telle valeur, ou ce neurone-là a telle valeur. Et si vous changez d'ailleurs cette valeur-là, il ne va plus reconnaître le robot. Et ça pose un problème qui est de traçabilité et de confiance dans la machine. Et pour les militaires, ça, c'est embêtant, parce que comment vous tracez le processus d'analyse décisionnelle de l'intelligence artificielle? Et le militaire, il n'utilisera pas des systèmes pour lesquels il n'a pas confiance. Ça, c'est sûr. Parce qu'il veut contrôler la manœuvre. Et il veut qu'on puisse lui expliquer son comportement. Et il veut éviter ce genre de choses. Ça, c'est un apprentissage sur Internet par un Deep Dream, une société de Google, qui a reconnu par elle-même ce qu'il y a sur Internet. Et on lui dit, bah, tiens, reconnais le Mont Blanc. Mais on ne lui dit rien. Et elle a dit, j'ai trouvé le Mont Blanc, regardez. Bref, c'est n'importe quoi. Autrement dit, si avec l'intelligence artificielle, vous ne contrôlez pas le processus d'apprentissage, vous tombez dans les catastrophes, et là, dans le monde militaire, c'est même pas la peine, on oublie. D'accord? Donc, il faut superviser l'apprentissage, et même avec ça, la confiance est difficile, parce que, et c'est le paradoxe de l'intelligence artificielle, plus vous la contrôlez, moins elle est efficace, moins vous la contrôlez, moins elle est traçable, plus elle est efficace. Donc, il faut créer une interface d'explication. J'ai un quart d'heure? Non, il faut passer aux questions? 10 minutes. Bon, les questions éthiques ne se posent pas que dans le cadre militaire, elles se posent aujourd'hui surtout dans le monde civil, avec des choses très compliquées. Vous voyez, j'ai une voiture autonome, soit je fonce dans les gens ici, je les tue, soit je fonce dans le mur là et je tue les passagers. Vous faites quoi? Je prends un autre exemple. Vous avez une voiture ici, vous avez un enfant qui passe avec un ballon,
vous avez des personnes ici, vous avez un cycliste là, là vous avez de l'eau, vous tombez dans le fleuve, et là vous tombez dans l'autre voiture. Le cas le plus épouvantable de la planète. Comment vous codez ça? Alors, certains disent, bon, il faut sauvegarder l'enfant. On sauvegarde l'enfant, c'est normal. Bon. Imaginez qu'il y ait deux personnes âgées là, je suis très caustique, mais que vous ayez deux personnes âgées et un enfant. Naturellement, en Occident, on a envie de dire on va protéger l'enfant. Oui, mais seulement vous allez en Afrique. L'Africain va vous dire, non, la sagesse, c'est la personne âgée. Les enfants, c'est terrible, la mortalité infantile est élevée, mais bon. Et donc, vous voyez tout de suite que d'un pays à l'autre, l'éthique est différente. Je ne vous parle pas de l'éthique de Daesh, qui est, plus vous en tuez, mieux c'est. C'est compliqué. Bon. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de solution simple. Et l'universalité de l'éthique, c'est pas simple. Donc ça rejoint la morale qui est un mot religieux d'ailleurs, c'est des notions religieuses, et on retourne toujours sur les questions existentielles de l'homme, qu'est-ce que c'est que l'homme? Et puis attention aux médias, parce que les médias, Mercedes a fait une communication en disant, nous, dans nos voitures autonomes, on va privilégier la sécurité de nos passagers. C'est ça. Le lendemain, il y a un journal qui titre, Mercedes décide d'écraser les piétons plutôt que décide de sauvegarder ses passagers en écrasant les piétons. Voilà, donc les médias encore ont complètement trafiqué le message initial de Mercedes, et on arrive à des choses comme ça qui, beaucoup de bruit pour rien. Mais tout ça pour vous dire que c'est pas simple du tout. Et puis le sommet, c'est est-ce qu'on va donner des droits aux robots en autonomie? Alors le pays le plus libéral au monde, le plus ouvert, qui est l'Arabie Saoudite, a décidé de donner la citoyenneté à un robot. En plus, c'est une femme. Alors, on a un petit peu de mal à comprendre. Bon, surtout qu'un robot, je précise, ça se clone à l'infini. L'être humain, on ne le clone pas, c'est sacré. Le robot, c'est une machine, on peut le cloner. Donc vous allez cloner une responsabilité juridique à l'infini, une citoyenneté à l'infini? Bon. On est dans le non-sens le plus total. Pardon? Ça n'existe pas, la responsabilité. En Arabie Saoudite, elle a la citoyenneté, pardon. Il y a des gens qui militent pour ça. Hein. Ah si. En France, vous avez Maître Ben Soussan qui veut qu'il y ait une responsabilité juridique pour les robots autonomes. Ah non, c'est la responsabilité. Aujourd'hui, c'est celui qui l'emploie ou le concepteur. C'est comme une machine. Votre grille-pain explose, soit c'est de votre faute parce que vous l'avez mal branché, soit c'est de la faute du constructeur. Il y a des textes qui disent que le responsable, entre guillemets, c'est l'opérateur. Alors en fait, non, c'est comme tout accident, il y a une enquête et on regarde les causes. Et on va trouver qui est responsable de la cause. Il y a un projet de charte, mais ça n'existe pas, la responsabilité du fait d'un robot. Alors aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Mais il y a des gens qui militent pour qu'il y ait une responsabilité qui soit donnée aux robots autonomes. Et justement, l'impact derrière, c'est ça, c'est qu'on se déresponsabilise à la machine. Et alors, au niveau militaire, on va pouvoir faire ce qu'on veut, parce qu'on va dire, non, c'est pas moi, c'est la machine. Et alors, non, il n'y a absolument rien. Mais il y a des gens qui militent pour ça, c'est pour ça. Non, il n'y a rien, assurez-vous. Alors, j'y viens. J'y viens parce que, ça c'est pour vous dire que l'intelligence artificielle, les États-Unis sont à fond dessus. Poutine dit, le leader en intelligence artificielle va dominer le monde. Les Chinois, Jack Ma, Alibaba, dit, dans 30 ans, celui qui fait la page de couverture, c'est un robot, parce que ça a été le meilleur businessman de l'année. Et le ministre des Sciences, Li Meng, dit en 2020, la Chine sera aussi bonne que les autres pays du monde. Et en France, on y travaille. Le rapport Villani, ici, j'ai eu l'honneur d'être interviewé pour ce rapport, réfléchit à ces questions-là. Et on en arrive au système d'armes létaux autonomes. Donc voilà, c'était une petite digression, l'intelligence artificielle. Et je vais vous donner ma position, qui n'engage que moi, mais qui est la suivante. Oui, il y a des cas de figure où il est possible de donner une autonomie de décision de tir à des machines. Et je m'explique, parce qu'il y a des cas de figure où les menaces sont saturantes. Quand vous avez une flopée de missiles qui vous fonce dessus, l'homme
n'a pas le temps de réagir et de pouvoir contrer cette menace. Ça ne peut être que des machines qui le font. Et qui vont le faire de façon autonome. Parce que vous avez X missiles, en fonction de leur trajectoire, etc. Il va falloir qu'il y ait des cibles le plus rapidement possible de tirer. Donc c'est des machines qui le font. Il y a aussi des milieux qui s'y prêtent plus que d'autres. Des milieux qui sont inhabités par essence. L'espace sous-marin ou l'espace marin. Beaucoup plus complexe sur le milieu terrestre. Ça, je préfère pour l'instant le mettre un peu de côté, sauf les zones d'interdiction totale, comme peut l'être la frontière entre le Sud et la Corée du Nord. Mais dans ces zones aériennes ou sous-marines, vous voyez bien qu'il n'y a pas de danger qu'un bus scolaire passe ou un pâtre arrive avec ses brebis. Donc là, des machines peuvent réagir à des menaces. Par contre, pour moi, cette délégation de possibilités de feu autonome doit être bornée dans le temps. C'est le chef militaire qui dit à la machine, pendant 15 minutes, sur tel secteur, tu as la possibilité de tirer. Donc borné dans le temps, borné dans l'espace, dans tel espace. Et l'opérateur doit pouvoir reprendre la main sur la machine à tout moment, pour lui dire, contre-ordre, on fait autre chose. Alors certains vous diront, ah, c'est plus de l'autonomie. Bon, je suis de formation ingénieur, je suis ingénieur. Développer un système qui est autonome pendant un certain temps, c'est développer une autonomie. Après, le temps, c'est l'homme qui définit, c'est un paramètre, mais votre machine, elle est autonome. Par contre, le fait que l'homme puisse reprendre la main fait qu'il est responsable de la machine, et du coup, cette délégation de tâches n'enlève en rien sa responsabilité. Et là, il y a une utilité militaire. Il y a une utilité militaire, j'ai une machine qui peut tirer sur un secteur donné pendant un temps donné, et je peux reprendre la main dessus. Donc ça, pour moi, c'est l'avenir. Et du coup, la question éthique, c'est plus la machine qui l'a, c'est l'homme. C'est l'homme qui décide. Il délègue. Le chef militaire qui décide. Et peut-être le politique aussi. N'oublions pas que le politique, c'est lui qui décide, en amont. Alors, je n'ai pas le temps de vous proposer cette vidéo, mais bon, les Russes, eux, n'ont pas cette approche forcément-là. Hein. Mais quand je dis les Russes, c'est beaucoup de pays dans le monde. Hein. On a quand même en France une vision un peu particulière. Et je vais prendre l'exemple du combat aérien. Le combat aérien, à mon sens, là encore, c'est moi qui parle, ça n'engage que moi, de demain, va enlever l'homme de la boucle. Pourquoi ? Parce que l'homme, dans un avion, ça prend du poids, c'est quelqu'un qu'il faut protéger, il lui faut un espace, il lui faut un siège éjectable, et l'homme, tout exceptionnel que soient les pilotes, hein, et mon père était pilote, ça supporte du 8G, du 9G. Bon, vous enlevez l'homme, vous réduisez la surface, la manœuvrabilité va devenir bien supérieure, l'avion va pouvoir faire du 30G, l'avion est plus réactif, la machine est plus réactive que l'homme, un missile, boum, je tire, donc l'homme va s'extraire de cette conflictualité dans l'espace. Et ça va, c'est inéluctable comme ça. Et autre évolution, c'est que l'avion va s'éclater. Parce qu'aujourd'hui, un Rafale, c'est un coût constant 200 Spitfire. Si on continue comme ça, les avions coûteront trop cher. Donc on va les exploser. Vous allez garder quand même l'homme qui est dans la boucle, qui est le décideur, un petit peu en retrait, et qui met en avant des drones avec leurs fonctions propres, fonctions létales, fonctions de leurre, fonctions de navigation. Et ces fonctions-là, elles seront sur des robots qui coûteront beaucoup moins cher à développer, plus modulables, plus interchangeables. L'homme est derrière, il contrôle la situation. Et ça, à mon avis, c'est le combat aérien du futur. Voilà. Donc, je crois que j'en arrive à la conclusion. On pourra venir sur ce qui se passe aujourd'hui dans les... si vous êtes intéressé pour les questions, ce qui se passe dans le monde, je ne suis pas un expert, mais on pourra y revenir. Ma conclusion, c'est la suivante. C'est qu'en fait, les technologies, et on ne faut pas se voiler la face, hein, les Américains, les Russes, les Chinois, les Israéliens l'ont compris, la technologie va driver le monde de demain, et il y a une convergence d'évolution technologique. Et j'en cite 3 ici, qui sont la robotique, je vous en ai beaucoup parlé, l'intelligence artificielle, on va dire des systèmes autonomes avec faculté d'adaptation, l'espace numérique, la numérisation, l'interconnexion de tous ces systèmes, tout ça ensemble fait qu'il y a une convergence technologique.
Alors, cette conversion technologique, c'est elle qui va donner la suprématie. Alors, il y a des risques. Le premier risque, c'est que la plupart de ces technologies-là, vous les trouvez sur Internet. Donc, des systèmes autonomes, vous les trouvez sur Internet. Des robots, vous pouvez les faire vous-même sur Internet. Et le faible, au niveau technologique, on va prendre Daesh. Le faible va prendre ces technologies et va faire des robots pour vous les envoyer armés contre vous. Donc ça va niveler l'asymétrie entre le fort et le faible. Mais ce qui est à mon sens absolument inéluctable, c'est que des tâches vont être déléguées à des systèmes autonomes. L'homme, je vais faire des patrouilles, plusieurs d'entre nous, ici, on fait des patrouilles de nuit, c'est tout sauf utile. Et la ressource militaire, on va l'employer à faire d'autres choses. Donc on va mettre des machines pour faire ça. Alors selon les contraintes opérationnelles, mais, et c'est ma phrase de conclusion, ces systèmes doivent être, le militaire doit avoir confiance dans ces systèmes, il doit pouvoir les contrôler et il doit pouvoir les employer en gardant l'homme au cœur du processus décisionnel. Celui qui décide de l'action et de l'utilisation de ces systèmes, c'est le chef militaire, et c'est lui qui est au centre. Sinon, ça n'a pas de sens. Voilà, je vous remercie pour votre attention.